Avez-vous déjà regardé un morceau de terre complètement étouffé par les ronces, les chardons et les herbes hautes en vous disant que c'était une mission impossible? Et si je vous disais que ce chaos végétal est en réalité la plus grande chance que vous puissiez avoir pour démarrer un potager? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble le plan exact pour transformer un terrain de mauvaises herbes en une récolte extraordinaire en partant de zéro. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais une mauvaise herbe de la même manière. En fait, vous allez même apprendre comment ces herbes indésirables vont faire tout le travail difficile à votre place. La plupart des gens pensent qu'il faut tout détruire pour recommencer, c'est faux. Mais avant de vous révéler ce secret, qui va sauver votre dos et votre temps, dites-moi dans les commentaires. Êtes-vous plutôt du genre à tout arracher à la main ou à chercher des solutions plus douces? Votre réponse pourrait bien changer après ce que vous allez entendre. Pour bien comprendre notre plan d'attaque, il faut d'abord remonter un peu dans le temps et comprendre comment fonctionne la nature. La nature a une règle d'or très simple. Elle a horreur du vide. Si un morceau de terre est laissé à nu, elle va immédiatement envoyer ses soldats les plus robustes pour le couvrir, le protéger et le réparer. Ces soldats, ce sont ce que nous appelons injustement les mauvaises herbes. Historiquement, l'agriculture moderne nous a appris à voir un sol noir, totalement nu et retourné, comme un sol propre. Mais du point de vue de la biologie, un sol nu est un sol blessé. Les plantes pionnières, celles qui poussent toutes seules chez vous, en ce moment même, ont des racines profondes pour aller chercher les nutriments, ou des racines larges pour retenir la terre. Elles créent de la vie. Notre objectif ne va donc pas être de nous battre contre cette force titanesque de la nature. Nous allons plutôt l'utiliser comme un levier. Nous allons prendre cette énergie sauvage et la rediriger doucement vers nos légumes. Commençons par la toute première étape de notre plan de restauration, et c'est souvent la plus surprenante pour les débutants. Ne touchez à rien tout de suite. Oui, la pire erreur que vous puissiez faire en arrivant sur un terrain envahi, c'est de louer un gros engin motorisé pour tout broyer et retourner la terre en profondeur. C'est un mythe extrêmement tenace de croire qu'il faut un sol complètement nu pour bien commencer. En réalité, votre première mission est de prendre un carnet et d'observer ce qui se passe. Ces herbes folles sont comme le bulletin de santé de votre terre. Imaginez que vous êtes un détective sur une scène végétale. Si vous voyez une jungle de grandes orties, c'est une merveilleuse nouvelle. Cela signifie que votre sol est incroyablement riche en azote et en matière organique. Si, au contraire, le sol est couvert de liserons ou de pissenlits, cela vous indique que la terre est probablement très compactée et qu'elle a besoin d'air. Prenez le temps de marcher, de regarder et même de sentir la terre sous vos pieds. Ce diagnostic gratuit va vous faire gagner des années de travail acharné. Une fois ce diagnostic terminé, nous passons à la préparation mentale et spatiale de votre futur jardin. C'est ici qu'intervient le principe de réalité. Ne cherchez surtout pas à transformer 1000 mètres carrés d'un seul coup. C'est le meilleur moyen de vous épuiser en un mois et de tout abandonner. La nature a pris du temps pour s'installer, vous devez en faire autant. Délimitez une petite zone pour commencer. Prenez des piquets et de la ficelle et tracez un rectangle de quelques mètres carrés seulement. Cette petite zone sera votre laboratoire. C'est une illustration parfaite de la stratégie des petits pas. En vous concentrant sur une surface réduite, vous allez obtenir des résultats spectaculaires très rapidement, ce qui va vous motiver pour la suite. Imaginez que vous peignez une grande toile. Vous ne jetez pas la peinture partout, vous commencez par un coin avec soin et attention. Cette petite zone bien délimitée va devenir votre oasis, le point de départ de votre grande conquête pacifique sur la jungle qui vous entoure. Maintenant que votre petite zone est délimitée, il est temps d'intervenir physiquement, mais avec une grande douceur. L'étape numéro 3 est le fauchage. Attention, je ne parle pas d'arracher les racines, mais bien de couper. Prenez une faux, une faucille ou une débroussailleuse et coupez toute la végétation à ras du sol. Et voici le point le plus important. Ne ramassez surtout pas ce que vous venez de couper. Laissez absolument toute cette biomasse sur place. C'est un peu comme si vous donniez une bonne coupe de cheveux à la terre et que vous utilisiez ces cheveux pour faire un manteau protecteur. Beaucoup de gens croient qu'il faut évacuer les déchets verts pour faire propre. C'est une erreur magistrale. Cette herbe coupée s'est remplie de l'énergie du soleil, d'eau et de nutriments que les plantes ont puisés dans votre sol. En la laissant sur place, vous rendez cette richesse à la terre. C'est votre premier engrais gratuit, fraîchement produit sur place, qui va commencer à se décomposer et à nourrir les micro-organismes du sol. Nous voici à l'étape du grand sommeil, une technique redoutable que l'on appelle l'occultation ou la solarisation. C'est la méthode parfaite pour les jardiniers paresseux et je dis cela comme un grand compliment. Le but est de priver les mauvaises herbes de lumière. Pour cela, vous allez recouvrir la zone que vous venez de faucher avec une bâche totalement opaque, de préférence noire.
Si vous n'aimez pas le plastique, vous pouvez utiliser une très grande épaisseur de carton sans encre ni ruban adhésif, recouverte de paille pour la maintenir en place. Imaginez que vous bordez les herbes récalcitrantes pour les endormir définitivement. Sous cette couverture, sans soleil, les racines restantes vont s'épuiser en essayant de pousser. En même temps, l'humidité va attirer les vers de terre vers la surface. Ils vont venir manger les racines mortes et labourer le sol pour vous sans vous demander le moindre salaire. Laissez cette couverture en place pendant plusieurs semaines, voire quelques mois si vous préparez le terrain en automne pour le printemps suivant. Parlons plus en détail de cette technique fabuleuse du carton, souvent appelée la méthode des lasagnes en permaculture. Si vous avez choisi d'utiliser du carton au lieu d'une bâche, vous êtes en train de construire directement votre futur sol. Il est crucial d'utiliser des cartons simples, bruns, et de retirer scrupuleusement tous les morceaux de ruban adhésif en plastique et les agrafes. Posez ces cartons en les faisant se chevaucher largement pour qu'aucune herbe ne puisse passer entre les fissures. C'est exactement comme construire le fond de votre plat à lasagne. Le carton est riche en carbone, une nourriture de choix pour les champignons microscopiques qui structurent la terre. En se dégradant, le carton va se fondre dans le sol, étouffer la concurrence végétale et créer une litière forestière incroyablement riche. C'est une illustration magique du recyclage intelligent. Vous transformez des déchets d'emballage en une machine à créer de l'humus fertile, tout en vous épargnant des heures de désherbage douloureux et frustrants. L'étape suivante consiste à ramener le buffet à volonté pour la vie du sol. Une fois votre carton posé, ou après avoir retiré votre bâche, si le sol est propre, il faut nourrir cet espace. Nous n'allons pas utiliser d'engrais chimiques en granulés qui brûlent la vie du sol. Nous allons apporter de la vraie nourriture. C'est le moment d'ajouter une belle couche de compost bien mûr ou de fumier composté. Pensez-y de cette façon. Vous ne nourrissez pas directement vos futurs légumes, vous nourrissez le sol et le sol nourrira vos légumes. C'est un changement de mentalité fondamental. Étalez une couche d'au moins 5 cm de compost sur toute la surface. Cela va agir comme une éponge géante qui retiendra l'eau et distribuera les nutriments lentement, au rythme des besoins de la plante. C'est comme si vous prépariez un lit douillet et plein de vitamines pour accueillir vos futures semences. Cette matière organique sombre et riche est l'or noir du jardinier, la garantie d'une récolte généreuse. Il ne faut jamais laisser ce compost fraîchement étalé nu face au soleil ou à la pluie battante. Nous passons donc à l'étape du paillage. Dans la nature, un sol n'est jamais à découvert. Vous devez le protéger avec une couverture végétale. Vous pouvez utiliser de la paille, du foin, des feuilles mortes ou même les résidus de votre première tonte si elle est bien sèche. Imaginez que ce paillage est un manteau isolant pour votre terre. En été, il gardera la fraîcheur et empêchera l'eau de s'évaporer, ce qui réduira vos besoins en arrosage par 2 ou par 3. En hiver, il protégera les petits organismes du froid mordant. De plus, ce paillage va empêcher les graines des mauvaises herbes transportées par le vent de germer car elles n'auront pas accès à la terre et à la lumière. C'est une protection tout en un. Il faut voir le paillage non pas comme une option, mais comme le toit de la maison que vous êtes en train de construire pour la vie souterraine de votre potager. À ce stade, votre sol est couvert, nourri, et les anciennes herbes sont en grande partie digérées. Mais il se peut que la terre en dessous soit encore dure et compactée par des années d'abandon. C'est ici qu'intervient l'aération douce. Oubliez la bêche traditionnelle qui retourne la terre comme une crêpe. Retourner la terre détruit les différentes couches de vie. Les bactéries qui aiment l'air se retrouvent étouffées au fond, et celles qui aiment la profondeur sont brûlées par le soleil, c'est un massacre microscopique. Utilisez plutôt un outil formidable appelé la grelinette ou la fourche à bêcher. Vous l'enfoncez et vous faites juste un mouvement de levier vers l'arrière pour soulever légèrement la motte, puis vous retirez l'outil. Imaginez que vous ouvrez simplement les fenêtres d'une pièce mal aérée pour faire entrer un bon courant d'air sans casser les murs. Cela permet à l'oxygène de descendre, à l'eau de s'infiltrer facilement et aux racines de vos futurs légumes de s'enfoncer sans rencontrer de résistance, tout en préservant l'écosystème du sol. Malgré tous ces efforts, la nature est têtue. Et vous allez rencontrer ce que j'appelle la résistance organisée. Je parle de ces racines coriaces qui refusent d'abandonner, comme le liseron, les ronces ou le chien-dent. Pour ces plantes spécifiques, la bâche ne suffit pas toujours. C'est le moment d'appliquer la technique de la patience chirurgicale. Ne tirez pas dessus comme une brute, sinon la racine va casser et chaque petit morceau resté en terre donnera une nouvelle plante. C'est le fameux mythe de l'arrachage rapide. Pour vaincre ces plantes, il faut y aller avec douceur, comme si vous étiez en train de démêler un collier très fin. Aidez-vous d'une petite fourche pour soulever la terre autour de la racine et suivez son trajet pour l'extraire le plus loin possible. Si elle casse, ce n'est pas grave, vous l'aurez affaiblie. Dès qu'une nouvelle petite feuille repousse la semaine suivante, enlevez-la immédiatement. Sans feuilles pour faire de la photosynthèse, la racine souterraine finira par épuiser ses réserves et mourir de faim.
La persévérance est votre meilleure arme ici. Nous arrivons enfin au moment de planter, mais pas n'importe quoi. Pour la première année sur un terrain fraîchement récupéré, vous devez choisir des cultures que l'on appelle nettoyantes ou pionnières. La pomme de terre est la reine absolue pour cette tâche. C'est une plante incroyablement robuste qui demande à être butée, c'est-à-dire que vous allez ramener de la terre autour de ses tiges. Ce mouvement naturel d'entretien, combiné à l'ombre épaisse créée par le feuillage de la pomme de terre, va étouffer les dernières herbes indésirables. Les courges et les potirons sont également d'excellents choix. Leurs immenses feuilles agissent comme des parasols naturels qui privilégient la concurrence de lumière. Imaginez ces plantes comme vos petits bulldozers personnels. Elles s'installent, prennent toute la place, castent les mottes dures avec leurs racines puissantes et préparent le terrain pour des légumes plus délicats qui viendront l'année suivante. En plus, vous récolterez de quoi manger abondamment dès la première saison. Une autre technique brillante pour occuper le terrain de manière productive est l'utilisation des engrais verts. Si vous avez nettoyé une zone mais que vous ne voulez pas y planter de légumes tout de suite, ne la laissez surtout pas vide, sinon les mauvaises herbes reviendront en force. Semez des plantes comme la moutarde, la facélie ou le trèfle. Ces plantes ont un super pouvoir. Elles poussent très vite, couvrent le sol de manière dense et leurs racines décompactent la terre en profondeur. Mieux encore, la facélie va attirer des milliers d'abeilles dans votre jardin et le trèfle va capter l'azote de l'air pour le fixer dans le sol. C'est une illustration parfaite du travail délégué à la nature. Au lieu de travailler la terre vous-même, vous engagez une armée de petites plantes pour le faire à votre place. Avant qu'elles ne montent en graines, vous les fauchez et vous les laissez sur place. C'est de la nourriture pure et gratuite pour votre potager. Pendant que vos premières cultures grandissent, il est vital de structurer votre espace. Un jardin sans allée claire est un jardin qui va vite redevenir chaotique. Vous devez définir exactement où vous marchez et où vous cultivez. La règle est simple, on ne marche jamais sur les zones de culture, jamais. Le poids de vos pas tasse la terre, écrase les galeries des vers de terre et vous oblige à décompacter le sol l'année suivante. Dessinez vos allées et recouvrez-les d'une épaisse couche de broyat de bois ou de copeaux. Imaginez que vous construisez les autoroutes de votre jardin. Ces chemins bien délimités vont garder vos chaussures propres, empêcher les mauvaises herbes de pousser dans les zones de passage et au fil des années, ce bois va se décomposer lentement et nourrir les bords de vos planches de culture. Un jardin bien structuré visuellement est aussi beaucoup plus reposant pour l'esprit et donne envie d'y travailler tous les jours. Parlons d'un aspect crucial qui peut ruiner tous vos efforts si vous l'ignorez, l'arrosage. Arroser avec un grand jet d'eau par le dessus est une très mauvaise idée sur un nouveau terrain. Cela tasse la terre, crée une croûte dure en surface et surtout, l'eau sur les feuilles favorise le développement de maladies comme le mildiou. La solution moderne et efficace, c'est l'installation d'un réseau de goutte à goutte ou de tuyaux poreux. Vous passez ces petits tuyaux sous votre paillage, directement au pied de vos plantes. C'est comme installer une perfusion médicale précise pour chaque légume. L'eau coule lentement, s'infiltre en profondeur sans s'évaporer et incite les racines à descendre chercher l'humidité, ce qui rend vos plantes beaucoup plus résistantes à la sécheresse. De plus, comme vous n'arrosez pas l'espace entre vos légumes, les graines de mauvaises herbes qui pourraient s'y trouver n'ont pas d'eau pour germer. C'est un gain de temps énorme au quotidien. Un terrain qui passe des mauvaises herbes à un désert végétal propre est un terrain vulnérable. Pour le rendre fort, vous devez inviter une nouvelle biodiversité. N'utilisez pas tout l'espace uniquement pour des légumes. Plantez des fleurs. Les œillets d'Inde, les soucis, la bourrache ou les capucines ne sont pas seulement jolis, ce sont des guerriers essentiels. Ils attirent les insectes pollinisateurs indispensables pour avoir des tomates ou des courgettes. Et ils repoussent certains parasites du sol. Pensez aussi à créer des petits tas de pierres ou de branches mortes dans les coins de votre terrain. C'est une façon de construire des hôtels 5 étoiles pour les lézards, les hérissons et les carabes. Ces petits animaux sont vos meilleurs alliés. Un seul hérisson peut dévorer des dizaines de limaces par nuit. En recréant un écosystème complet, vous établissez un équilibre naturel où les parasites sont contrôlés par leurs prédateurs, ce qui vous dispense totalement d'utiliser des pesticides toxiques. L'été passe et vous arrivez à votre premier automne. C'est une période décisive pour pérenniser le travail de l'année. Alors que vos voisins brûlent leurs feuilles mortes ou les mettent dans des sacs en plastique, vous allez faire exactement l'inverse. Les feuilles mortes sont l'or pur tombé du ciel. C'est avec elles que les forêts créent de la terre la plus riche du monde. Récoltez toutes les feuilles que vous pouvez trouver et étalez-en une couche de 10 à 15 cm sur toutes vos zones de culture pour l'hiver. Cette couverture automnale va protéger la vie de votre sol du gel. Les vers de terre vont travailler tout l'hiver sous cette couette chaude pour digérer les feuilles et préparer le terrain pour le printemps suivant. C'est une illustration magnifique de la roue des saisons. Ce qui semble être un déchet en fin d'année devient l'engrais principal de l'année suivante sans que vous n'ayez rien eu à acheter.
Le temps passe, la neige fond, et nous voici au deuxième printemps. C'est le moment de la révélation, le moment où la magie opère sous vos yeux. Vous écartez doucement le paillage et les restes de feuilles mortes pour découvrir votre sol. Souvenez-vous de la terre dure, compacte et envahie de ronces d'il y a un an. Maintenant, grattez légèrement avec vos doigts, la terre doit être sombre, souple, odorante, ressemblant à du marc de café ou à la texture d'un gâteau au chocolat bien moelleux. C'est le miracle du travail du sol vivant. Les racines mortes des mauvaises herbes ont créé des galeries. Le compost et le carton ont ajouté de l'humus, les vers de terre ont tout mélangé. Vous venez de créer un sol de première qualité, fertile et vivant, avec un minimum d'effort physique. Ce moment précis est la plus belle récompense du jardinier, la preuve absolue que la méthode douce est supérieure à la méthode forte des machines et des produits chimiques. Maintenant que vous avez ce sol exceptionnel, façon gâteau au chocolat, les choses sérieuses peuvent vraiment commencer. La terre est prête à accueillir des cultures beaucoup plus exigeantes et délicates. C'est le moment de planter vos magnifiques tomates anciennes, vos poivrons, vos aubergines et de semer vos carottes. Ces légumes ont besoin d'une terre meuble et riche en nutriments disponibles, ce que vous venez exactement de créer lors de la première année. Imaginez que vous avez dressé une table VIP dans le meilleur restaurant de la ville et que vos légumes sont les invités d'honneur. Comme le sol est maintenant vivant et bien structuré, leurs racines vont descendre sans effort. Les plantes seront vigoureuses, moins malades, et les fruits auront un goût incomparable car ils puiseront dans une richesse de minéraux diversifiés que l'on ne trouve jamais dans les terreaux industriels bon marché. Votre récolte va littéralement exploser. Bien sûr, avec l'abondance viennent les amateurs de buffets gratuits. Les pucerons, les altises ou les limaces tenteront leur chance. Mais contrairement à la première année, vous n'êtes plus seul pour vous défendre. Vous avez construit un environnement sain. Face à une attaque de pucerons, ne paniquez pas et surtout, ne sortez pas le pulvérisateur toxique. Attendez quelques jours. C'est un mythe de croire qu'il faut agir à la seconde. En attendant un peu, vous donnez le signal aux coccinelles qu'il y a un festin disponible. Les coccinelles et leurs larves sont votre armée privée, de véritables petites machines de guerre naturelles capables de dévorer jusqu'à 100 pucerons par jour. Si vous pulvérisez du poison, vous tuez aussi les coccinelles et vous devenez esclave des produits chimiques. En faisant confiance à l'équilibre que vous avez créé, en laissant des fleurs et des refuges, la nature régulera elle-même les petites invasions, garantissant des légumes parfaitement sains pour votre famille. Ce parcours que nous venons de faire ensemble représente bien plus qu'une simple technique de jardinage. C'est un véritable changement psychologique. La méthode traditionnelle nous apprend à voir le jardin comme un champ de bataille où il faut tuer, arracher, pulvériser et contrôler en permanence. La méthode que vous venez de découvrir vous transforme en chef d'orchestre. Vous ne luttez plus contre le courant de la nature, vous apprenez à surfer sur la vague. Quand une herbe apparaît, vous comprenez son rôle. Quand un insecte arrive, vous cherchez son prédateur naturel. Ce changement de perspective rend le jardinage infiniment plus relaxant et joyeux. Fini le stress de la mauvaise herbe parfaite ou de la terre nue. Vous commencez à voir la beauté dans le désordre organisé et vous réalisez que la nature est votre partenaire de travail la plus compétente, à condition de savoir l'écouter et respecter son rythme. Pour finir, parlons de l'entretien à long terme de votre nouvelle oasis. La meilleure nouvelle de toute cette aventure, c'est que le plus dur est derrière vous. Contrairement au labour traditionnel qui demande le même effort épuisant chaque printemps, ce système fonctionne comme des intérêts composés à la banque. Plus les années passent, moins vous aurez à travailler. La terre, couverte en permanence et nourrie par les paillages successifs, va s'améliorer d'année en année. Les mauvaises herbes se feront de plus en plus rares car la terre, ne se sentant plus blessée et à nu, arrêtera de faire appel à ces plantes pionnières. Votre seul travail consistera à ajouter du paillage, semer, planter et récolter. Vous passerez vos étés à admirer le fruit de votre intelligence, assis dans une chaise longue, pendant que les méthodes de force brute verront leurs adeptes transpirer sur des sols durs et craquelés. Vous avez gagné la partie en jouant intelligemment. Et voilà le véritable rebondissement de notre histoire. Ce terrain que vous considériez comme un cauchemar rempli de mauvaises herbes est en fait devenu la clé de votre réussite. Si vous aviez commencé sur un terrain nu, plat et artificiellement nettoyé, vous n'auriez jamais eu cette abondance de matière organique initiale et vous n'auriez jamais compris la biologie profonde de votre sol. Les mauvaises herbes n'étaient pas vos ennemis, elles étaient les bâtisseuses secrètes de votre future récolte. En apprenant à observer, à couvrir, à ne pas retourner la terre et à collaborer avec le vivant, vous avez transformé le chaos en une véritable machine à produire des légumes extraordinaires. Merci d'avoir suivi cette transformation étape par étape avec nous. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour soutenir notre travail. Et maintenant, c'est à vous de parler.
Quelle est la première petite zone que vous allez commencer à bâcher et à pailler chez vous ce week-end? Laissez-nous vos projets dans les commentaires, on a hâte de vous lire.